Nous allons passer à la seconde intervention de cet après-midi, et c'est l'intervention de Sarah Montero. Alors, je présente Sarah Montero. Sarah Montero est maître de conférences en géographie à l'Université de Bordeaux-Montaigne et elle appartient au laboratoire de recherche Passage. L'intitulé de son intervention, Confrontation démocratique entre habitants et pouvoir public pour la programmation et la gouvernance d'un équipement culturel à Bordeaux. Sarah, c'est à vous. Merci Cynthia de me donner l'occasion, et Diana aussi bien sûr pour votre invitation, de me donner l'occasion de présenter cette vieille histoire, en fait, une histoire d'une mobilisation plutôt longue, à laquelle je m'étais intéressée pendant ma thèse il y a une dizaine d'années et que je continue à suivre par intermittence maintenant, et qui est assez intéressante et qui nous révèle effectivement un processus de confrontation, on va dire, démocratique, bien sûr, entre pouvoir public et citoyens sur les représentations d'un lieu culturel. Je vais retracer un tout petit peu le contexte, enfin, recadrer le contexte territorial. On est donc dans un quartier politique de la ville de Bordeaux, dans la partie nord de la ville. On est donc en 2011 pour le début de cette action, avec donc un quartier qui est l'objet d'une rénovation urbaine dans le projet plus global du projet urbain bordelais, projet ambitieux qui cherche à réhabiliter et surtout à créer de nouveaux quartiers pour renforcer l'attractivité de Bordeaux. Bordeaux est aujourd'hui devenu très attractif, avec tous les effets aussi négatifs de cette attractivité, dont je ne parlerai pas dans cet exposé. Ce quartier du Grand Parc, il est certes marqué par des indicateurs de précarité sociale typiques des QPV, mais il est aussi riche d'une vie associative dynamique et d'une vie culturelle tout court, plutôt positive, plutôt réelle. Donc dans cette période du projet urbain bordelais, on est dans une période de concertation organisée par la ville, cadrée par la ville, avec un modus operandi très, très, très spécifique à la ville de Bordeaux, très contrôlé, très cadré. Et c'est dans ce contexte-là que ce collectif d'habitants et d'acteurs sociaux culturels et culturels, il y a des artistes aussi qui constituent ce collectif, va se manifester. Alors, il va le faire d'une façon assez intéressante du point de vue de la performance sociale. Il va profiter d'un événement médiatique, artistique sur le quartier, dans le cadre d'une biennale d'art contemporain qu'organise la mairie. Il va profiter de ce moment, donc ce moment de médiatisation, pour se faire connaître et pour organiser un vote fictif sur le sujet de la réouverture de la salle des fêtes. Alors, la salle des fêtes, c'est une salle de spectacle qui a connu un succès et vraiment qui a une renommée très importante entre les années 60 et 80, qui a accueilli des groupes de rock très célèbres et qui est un marqueur symbolique pour le quartier, un objet de fierté, l'idée aussi d'un lieu évocateur d'une période faste où le quartier était très attractif. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un quartier effectivement plus relégué, plus isolé, à la périphérie de la ville. Donc le collectif organise ce vote fictif et remporte un franc succès. L'idée de la réouverture de cette salle des fêtes est plébiscitée. Donc il s'assure ainsi d'un certain soutien populaire, on va dire. Ce collectif, alors je vous ai retracé sur mon image, sur ma diaporama, le processus rapide. On parle de 10 ans d'action, donc je rends compte que certaines étapes et certains moments clés. Donc ce collectif, il va chercher d'abord à se structurer en force collective. Il est constitué de ce que Catherine Neveu appelle des habitants citoyens, c'est-à-dire des gens impliqués dans la vie sociale et dans la vie culturelle du quartier. Donc c'est pas l'idée évidemment du citoyen lambda qu'on peut se faire. Ce sont des habitants, mais activement impliqués dans le quartier. Cette structuration collective, elle va se faire de deux manières. D'abord, il va chercher à augmenter sa représentativité, et puis il va chercher à posséder les compétences techniques, à acquérir les compétences techniques, une expertise sur les questions culturelles.
Ces revendications, elles sont de deux sortes. D'abord, devenir un interlocuteur légitime, incontournable de la réouverture de cette salle, qu'il souhaite faire de cette réouverture, qu'il souhaite faire un enjeu municipal. Et puis, être partie prenante de la réflexion sur la vocation de la salle et de sa gouvernance. Le collectif a pensé un projet, élabore un projet pour cette salle. Ça va être une salle de spectacle comme elle l'était auparavant, mais aussi une salle polyvalente au service des projets, des besoins du quartier et des associations. Donc un lieu pluridisciplinaire, conjuguant finalité artistique, culturelle et sociale. Donc il a sa propre vision de la salle des fêtes, on va l'appeler comme ça, elle garde ce nom-là, et il entend bien que ce projet aboutisse. Donc il va chercher à mobiliser via des moments festifs, des soirées festives dans lesquelles il va préfigurer la programmation future de cette salle. Et puis il va aller chercher à se doter de savoirs de divers types, pour reprendre la catégorisation de Nez et Saint-Omer, des savoirs d'usage qu'il possède déjà en tant qu'habitant, des savoirs professionnels et puis des savoirs politiques. Les savoirs professionnels, il va essayer de les acquérir en rencontrant des responsables de lieux culturels pour bien comprendre le fonctionnement et la manière et les enjeux, les problématiques de lieux culturels. Également en réinvestissant les savoirs possédés par les membres du collectif eux-mêmes. On a un urbaniste notamment et un architecte dans le collectif qui vont essayer de transmettre ces savoirs au reste du groupe. Et puis, il lui faut aussi acquérir des savoirs militants qui vont, vous allez le voir, être très utiles pour la suite de la mobilisation et de la négociation avec la mairie. Savoirs militants qui vont lui être conférés, en tout cas travailler avec les acteurs associatifs du groupe et qui va lui permettre de mettre en place des techniques, des tactiques de négociation, plutôt des tactiques que de stratégie pour reprendre la terminologie de Michel de Certeau. En fait, il va réussir ce collectif à se faire entendre de façon assez ingénieuse, ce qui va infiltrer et détourner la procédure de concertation publique de la ville. On est en mode de concertation très classique, avec des tables rondes, quelques habitants autour de ces tables rondes, et puis un animateur de la municipalité, un technicien de la ville qui anime le débat. Le débat, il est très cadré, il y a un nombre de questions délimitées et qui sont toutes axées sur le projet urbain en cours et les transformations qui visent le quartier en particulier. Donc ce sont des concertations qui visent surtout à collecter des visions, enfin des éléments très secondaires sur le quartier, sur le projet. Il ne s'agit pas de transformer le projet à partir de cela. Donc le collectif va de façon assez tactiquement se répartir sur l'ensemble des tables rondes lors de ces concertations. En général, il y a 3 réunions publiques. Donc il profite de cette concertation sur le quartier pour se répartir sur les tables rondes et faire émerger la question de la réouverture de la salle des fêtes comme un enjeu porté par les habitants et majeur dans les échanges. Alors, cette demande, elle va être entendue, pas tout de suite. Il faut effectivement du temps à la mairie pour rentrer en négociation. Je passe toute cette partie-là qui est assez longue. Mais cette réouverture va être finalement actée. Le collectif, c'est vrai, a bénéficié aussi de l'absence de projet sur la salle des fêtes. Elle n'est pas investie ou surinvestie ni surdéterminée par l'action publique, puisqu'il n'y a pas de projet de la mairie sur cette salle, mais c'est effectivement pas un enjeu que la mairie avait repéré. Donc le collectif, il est à la fois porteur d'une réalité et de besoins réels. Il manque effectivement une salle des fêtes, une salle de cette envergure sur le quartier, une salle polyvalente, en tout cas une salle d'échange, de rencontres. Mais il est aussi, du fait de ces tactiques de négociation et de sa manière d'opérer, il va être perçu par la ville comme un groupe de pression. On est très souvent dans des processus de disqualification par les pouvoirs publics et un collectif de citoyens qui se mobilise et qui agit de façon organisée, eh bien, c'est effectivement assez dérangeant pour la municipalité. On va lui reprocher son manque de représentativité, d'être constitué de trop d'associatifs et pas assez d'habitants.
mais on peut aussi disqualifier sa parole lorsqu'elle s'exprime justement trop de son point de vue, du point de vue de son cadre de vie. Donc, mille manières en fait de, je rentrerai pas trop dans les détails de ces processus qui sont étudiés de façon très fine par les chercheurs en sciences politiques. Donc le collectif est invité par la suite à participer à la constitution du cahier des charges pour l'appel à la candidature du projet architectural. Donc il est à la fois, on se méfie de lui, mais on lui concède aussi une certaine place dans le processus de réouverture de la salle. En revanche, sur la dimension, donc on peut dire que sur cet aspect, sur cette première revendication du collectif salle des fêtes pour la réouverture, eh bien, voilà, on peut reconnaître ce premier succès assez plutôt notable de son action. En revanche, sur la deuxième partie de ses revendications, celle de la gouvernance, eh bien là, l'ambition va être clairement freinée. L'idée du collectif, c'était de faire partie de la réflexion sur la programmation de cette salle et sur l'animation du lieu. Alors, la mairie va proposer au groupe de participer à un comité des fêtes, comme elle l'appelle. Un terme un peu ambigu, évidemment, ça renvoie à la fois à la salle des fêtes, au nom de la salle des fêtes, mais c'est aussi une terminologie un peu dévalorisante. Hein. L'idée de participer à un comité des fêtes, c'est pas exactement l'idée que se fait le collectif de sa contribution à la gouvernance d'un lieu culturel. Donc le collectif perçoit cette invitation comme un moyen de neutraliser ses revendications et de l'isoler, parce que ce comité des fêtes ne lui est pas destiné uniquement, il est ouvert à toutes les associations volontaires sur la base du volontariat du quartier. En réalité, ce comité sera peu opérationnel, il va se réunir par 2 fois uniquement, il est constitué donc d'un nombre important d'acteurs, aux intérêts et à la vision assez différenciée de cette salle des fêtes, qui ne connaissent pas le projet culturel porté par le collectif. Donc d'une certaine manière, on peut dire que la ville a une stratégie voilà, qui s'est manifestée en contrepartie ou en réciprocité de la stratégie du collectif. Elle a cherché effectivement à neutraliser, à marginaliser le groupe dans sur ces aspects de gouvernance partagée. Donc, le comité tel qu'il est pensé ne fonctionne pas et rend la co-construction tout à fait impossible. Donc, passe un certain temps, hein, le projet de réouverture prend du temps, enfin la réhabilitation de la salle prend du temps. Les liens de dialogue avec la municipalité se délitent un petit peu. La réouverture a finalement lieu fin 2017, début 2018. Nouveau conflit à ce moment-là entre le groupe et la mairie. Mésentente, mais surtout mauvaise compréhension, différenciation de représentation sur ce qu'est ce lieu culturel à ce moment-là. Les propositions qui sont faites lors de cette journée d'ouverture par le groupe à l'invitation de la mairie déplaisent, trop socio-culturelles probablement, pas assez artistiques. Le collectif finit par se retirer de ce dialogue. Aujourd'hui, pour faire un bilan global sur cette négociation, avant de faire le bilan de l'action même, le collectif, la mobilisation s'est essoufflée. 10 ans plus tard, on le comprend. Se sont retirés du groupe un certain nombre d'acteurs culturels et d'artistes. Aujourd'hui, ce groupe, il est surtout considéré comme un acteur local parmi d'autres. Il participe peu à l'animation, à la vie de cette salle des fêtes. Il anime un ciné-débat mensuel, ce qui est très très loin effectivement de ce qu'il attendait de sa participation au lieu culturel. Donc aujourd'hui, il est en attente de renouer le dialogue avec la nouvelle municipalité. On a là une occasion, une opportunité peut-être de reprendre la négociation avec la mairie, puisque vous ne le savez pas tous peut-être, mais
La ville de Bordeaux n'est plus aux mains de la droite historique qui a gouverné la ville pendant plusieurs dizaines d'années. On est une municipalité verte avec donc d'autres manières probablement maintenant de procéder. Alors sur le bilan de l'action, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'il y a quand même des points intéressants. D'abord, et c'est ça qu'il faut noter, que des habitants dans le quartier politique de la ville, ce qui est suffisamment rare pour le souligner, se sont emparés d'une question culturelle majeure. Penser un lieu, une institution culturelle par et pour ses habitants. Pour faire écho à la présentation précédente, on est là, droit à la ville s'exprime au travers de l'enjeu culturel et c'est rare. Ce collectif, il a réussi à se fédérer, à s'organiser, à organiser une action collective efficace. Je pointe là, et ça faisait partie vraiment de ce que j'ai pu particulièrement étudier pendant ma thèse, c'était le rôle de médiation associative que jouent les acteurs sociaux dans ce processus-là. En revanche, effectivement, il est confronté à la difficulté à faire entendre et reconnaître une parole collective. Et cette parole collective, eh bien, elle a quand même nécessité une confrontation, certes démocratique, mais une confrontation difficile sur la définition d'un espace commun culturel. En deuxième lieu, on peut noter que cette action, elle a modifié la vision et la procédure de l'action publique, parce que les modes de concertation privilégiés par la ville de l'époque, eh bien, ne sont plus d'actualité et n'ont plus été réemployés, enfin en tout cas mobilisés de la même manière. On ne peut plus considérer que les habitants ne sont pas informés, qu'ils sont seulement des experts d'usage, comme on aime bien les réduire, qu'ils sont aussi des partenaires dans la réflexion sur les décisions, sur la décision publique. En troisième lieu, l'action du collectif a permis de modifier la représentation d'un lieu culturel en partie seulement, parce que la salle des fêtes est un lieu certes ancré sur son territoire, probablement plus qu'un lieu culturel classique. On parlait d'ancrage ce matin, et là, on voit bien un lieu qui tente d'être en proximité avec son quartier de façon beaucoup plus marquée, qui s'efforce de s'ouvrir sur son environnement en termes de programmation artistique, notamment en privilégiant, dans une certaine mesure, les artistes locaux. Mais c'est pas pour autant que la salle des fêtes est devenue un lieu polyvalent, le lieu que souhaitait le collectif, ce lieu qui est porteur de finalités à la fois culturelles, artistiques et sociales. Elle n'est pas particulièrement ouverte aux projets socioculturels des habitants. La privatisation d'une salle, par exemple, des espaces est très très compliquée et prohibitive du point de vue financier pour les habitants. Donc, si la barrière symbolique du lieu culturel est partiellement atténuée, parce que cette salle, elle fait partie effectivement du quartier et les habitants sont familiers de sa présence, de sa présence sur le quartier, mais c'est pas pour autant un lieu approprié, visité, où on trouve les habitants de façon régulière. Donc, comme tout lieu culturel, cette salle des fêtes, elle se heurte aux mêmes problématiques d'accès et de fréquentation du lieu culturel. En matière de gouvernance, pour terminer sur ce bilan, eh bien, on est en attente de réflexion. Alors, c'est assez intéressant parce que cette salle des fêtes, elle n'est pas un lieu culturel classique, elle n'a pas de direction classique, on n'a pas, par exemple, un metteur en scène ou une metteur en scène à sa tête. Elle est temporairement gérée par un chargé de mission, un chef de projet territorial qui dépend de la direction des affaires culturelles, qui opère lui-même au sein d'un comité interdirectionnel entre la vie associative et la direction des affaires culturelles. Donc, on a là une évolution, enfin en tout cas en attente d'une autre façon de gérer un lieu culturel. Pour autant, on n'est pas non plus dans un lieu, il n'y a pas de gouvernance partagée dans ce lieu, il n'y a pas de représentation d'habitants dans l'animation et la programmation du lieu, à l'inverse de ce que souhaitait le collectif qui est quand même à l'origine de sa réouverture. Donc on voit là quand même pour conclure, parce que je pense que j'arrive au terme de mon temps, je fais attention, j'ai mis un petit chrono pour ne pas froisser Cynthia.
Donc oui, on voit bien qu'on est dans une difficulté à intégrer non seulement un projet habitant, hein, qui vient bousculer les processus de la décision publique, mais au-delà, c'est aussi un projet qui vient bousculer, réinterroger les représentations du lieu culturel, qui continue à perdurer dans le sens d'un lieu consacré à l'art, alors qu'on voit bien que les habitants, les populations sont en attente d'un autre type de lieu. Alors aujourd'hui, les lieux culturels sont justement en grand questionnement. Sont en grand questionnement et la crise sanitaire qui est venue les frapper de plein fouet a certainement permis de réinterroger aussi excusez-moi, ça, leur rôle social. Hein. Il a fallu pour nombre d'entre eux repenser leur lien au territoire et renouer surtout le rapport avec le public. Est-ce que cette crise sera aussi le moyen de repenser ces lieux comme des espaces de partage et des espaces de mise en discussion de la question culturelle? Eh bien, on verra par la suite. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je pense que je m'arrête là et qu'on pourra peut-être en discuter au moment des échanges. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Là encore, désolé, on n'enchaîne pas avec un débat, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous n'avez pas pu dire au moment du débat. Hein. Vous gardez tout ça et vous me le direz. Alors, si je comprends bien, donc l'objet de votre analyse, c'est la mobilisation des habitants incarnés par le collectif SDF. Maintenant, ce collectif, si j'ai bien compris, mais je parle sous votre autorité, et la municipalité a été contrainte d'avoir une concertation avec ce collectif. D'accord, ça c'est un point en 2011, on a commencé en 2011. Oui, ça a perduré. Voilà, à peu près, hein, voilà. Au tout début. Voilà, et cette mobilisation va avoir un impact, ça c'est intéressant, sur l'attitude de la municipalité qui va évoluer. En d'autres termes, ce collectif n'a pas abouti à son projet, c'est-à-dire en faire de la salle des fêtes un lieu polyvalent, mais elle va induire un changement d'attitude, enfin, de la municipalité. Et en fait, ce que vous nous dites, c'est que cette relation avec le collectif risque d'évoluer avec la nouvelle municipalité. C'est qu'il y a des perspectives, d'avenir dans ce rapport, dans cette relation entre la municipalité et le collectif. Voilà, merci beaucoup.